Bonjour, vous écoutez Génération Show, le podcast de ceux qui veulent devenir acteurs du bonheur au travail. Je suis Julie Artis, impresario du bonheur au travail et consultante Chief Happiness Officer. Je suis ici pour partager avec vous des clés pour se sentir plus épanoui au travail et permettre à ceux qui veulent agir au quotidien sur leur lieu de travail de disposer des bons outils. À travers ce podcast, je pars aussi à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien, parmi lesquels les Chief Happiness Officers. Génération Show est un podcast que je publie tous les mardis. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, bienvenue. Je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente un peu plus en détail. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec vous. Installez-vous confortablement, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Génération Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode avec Safia Larabi. Bonjour Safia. Bonjour. Alors Safia, tu es experte en psychologie positive appliquée. Tu es directrice de l'Observatoire Spinoza, qui est une des branches d'activité de la Fabrique Spinoza. On va en parler un petit peu plus tard toutes les deux. La Fabrique Spinoza qui publie des études très riches sur différentes thématiques du bonheur citoyen. Tu es aussi l'auteur de nombreux livres et publications, parmi lesquels le guide pratique du CHO, quelle réalité derrière quel fantasme, la boîte à outils du Chief Happiness Officer, et tu mènes pas mal d'autres études au travers de l'Observatoire de la Fabrique Spinoza. Alors, on va parler de tout ça. Merci beaucoup, Safia, aujourd'hui d'être avec nous. J'aimerais savoir, Safia, qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Exactement. Merci de m'avoir invité à cette chronique Génération CHO. Je représente effectivement l'Observatoire Spinoza, qui est donc la branche étude de la Fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de connaissances autour du bonheur, mais qu'elles n'étaient pas accessibles, diffusées auprès du grand public. Et donc, à l'Observatoire, on produit des études ayant pour objectif d'inspirer les citoyens et d'accompagner les politiques publiques. Donc, on fait une recherche de la littérature. On travaille sur la notion de bonheur citoyen. On s'appuie sur les sciences du bonheur, donc un corpus assez large qui reprend aussi bien la psychologie positive que les neurosciences, la sociologie du bonheur, l'économie, etc. Et on vise un impact sociétal positif. On a produit récemment une étude autour du guide du CHO, mais on travaille aussi sur des thèmes très divers comme le bonheur dans l'éducation, bonheur et sport, bonheur et art, etc. Et moi-même, pour mon cursus, je suis juriste spécialisée en sciences criminelles et je me suis ensuite formée en psychologie positive. Donc, le jour où j'ai réalisé que je ne pouvais plus travailler à réduire les injustices, je me destinais à une carrière de magistrature, eh bien, je me suis concentrée à augmenter le bien-être. Et je me suis formée en psychologie positive, qui est donc l'étude du fonctionnement optimal des individus et des organisations. Ah, c'est super intéressant. Du coup, en fait, tu en es venue au bien-être au travail parce que à la base, tu travaillais sur la justice et tu t'es rendu compte que tu ne pouvais plus, à ton niveau, travailler sur ces injustices finalement, c'est ça, au travail? Oui, c'est une façon de le dire en réalité parce que moi, je voulais être magistrate, mais j'ai fait beaucoup de stages en cabinet d'avocat. Et tout le monde m'a dit, après la déception du fait que je n'ai eu que les écrits à la magistrature et pas les oraux, passe le barreau. Et en fait, les conditions de travail étaient telles que j'ai préféré ne pas me présenter. D'accord. Parce que effectivement, les juristes et les avocats ont un rythme de travail vraiment difficile à vivre en termes de management, en termes de recherche de clients qui influent directement sur la rémunération, en termes de l'organisation même du travail. Et aujourd'hui, si on applique les différents déterminants, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas vraiment le secteur où ils sont le plus heureux. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de t'intéresser au bien-être au travail? Parce que du coup, tu t'es spécialisée vraiment en psychologie positive, c'est ça? C'est ça ton chemin, ton parcours un petit peu? Oui. J'aime bien l'histoire de Martin Seligman, qui est donc le pionnier en la matière de la psychologie positive et qui raconte qu'un jour qu'il se rendait à une conférence, eh bien, il se trouvait dans un avion avec un brillant homme d'affaires à côté de lui qui lui demande ce qu'il fait dans la vie. Donc, il lui répond qu'à cette époque-là, il travaille sur l'impuissance apprise, comment on est conditionné par ses expériences négatives passées. Et là, l'homme d'affaires qui travaille avec des managers à la pointe de l'innovation lui répond très bien. Et est-ce que tu as déjà pensé à l'autre côté de la médaille?
pourquoi certains remontent la pente, comme est-ce qu'on est capable de prévoir ceux qui renoncent pas. Et j'avoue que cette histoire m'a beaucoup marquée parce que du coup, ça fait aussi le lien avec les sciences criminelles. Le lien n'est pas forcément immédiat, mais il y a toujours un autre côté de la médaille et qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser ce côté des ressources positives. Et donc, après ça, il a réorienté tout son travail autour de la psychologie positive et de la naissance de la théorie des forces et des vertus. Donc, justement, pour mettre en lumière les ressources positives capables de faire une véritable différence. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, on pourrait rappeler la définition de la psychologie positive parce qu'il y a quand même aujourd'hui une science qui est assez récente et qui étudie du coup un peu le fonctionnement optimal des individus et qui s'intéresse davantage à ce qui fonctionne pour les gens plutôt que de s'intéresser à ce qui fonctionne pas et comment on peut finalement résoudre ces problèmes. C'est ça la psychologie positive. Exactement. Exactement. C'est à distinguer de la pensée positive et de affirmation positive dont on entend beaucoup parler et se concentre effectivement sur une véritable science, donc éprouvée par des interventions, par la rigueur académique et se concentrer sur les ressources positives, donc l'étude du fonctionnement optimal des individus et des organisations. Concrètement, ça travaille sur l'impact des émotions, les sources de motivation intrinsèque, l'engagement dans une activité, le flow, comment rebondir après l'épreuve, etc. Donc en fait, c'est vrai que pour ceux qui s'intéressent à la psychologie positive, on peut y trouver un grand nombre de leviers sur lesquels on peut agir finalement pour se sentir plus heureux dans notre vie de façon globale en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Et alors du coup, donc tu t'es reposé pas mal sur ces travaux en psychologie positive pour travailler sur cette notion du bonheur au travail. Si je te demandais ta définition à toi du bonheur au travail, qu'est-ce que c'est ? La Fabrique Spinoza. Être heureux au travail, nous, on reprend la définition de l'OCDE qui s'appuie sur 3 piliers. Qui est donc, le premier, c'est le bonheur hédonique ou émotionnel. Donc, ça consiste à mettre en balance les différents affects pour s'assurer qu'on a plus d'émotions positives que de négatives. Donc, concrètement, c'est est-ce que j'ai du plaisir à aller travailler le matin, par exemple? Le deuxième axe, c'est le bonheur cognitif ou dit évaluatif. Donc là, je fais une évaluation par rapport à mes propres objectifs. Est-ce que je suis satisfait dans mon travail? Donc, je fais une balance entre les attentes et les atteintes, les réalisations qui en découlent. Et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle le bonheur eudémonique ou aspirationnel, qui est donc une appréciation de la valeur positive du travail et de son propre potentiel d'accomplissement. Donc là, on touche à des notions comme l'engagement, le sens, l'appartenance, la réalisation. Et la question, ça serait, est-ce que j'ai le sentiment de bien accomplir mon travail? Donc le bonheur au travail, c'est un rassemblement de ces 3 axes-là. Et aujourd'hui, on est capable aussi d'en identifier une douzaine de leviers. Qui sont, d'ailleurs, on a publié un guide à l'Observatoire à destination des passeurs du bonheur de travail qui s'intitule Les 12 leviers du bonheur au travail et qui est directement téléchargeable sur notre site internet. Et dans les 12 leviers, on a effectivement la rémunération, les perspectives de travail, le management, la gouvernance, le cadre, la sécurité, les relations au temps, la relation humaine, et puis bien sûr l'équilibre de vie privée et vie professionnelle. Et on a la nature du travail et les questions éthiques. Ça montre bien les nombreux leviers sur lesquels on peut agir. Comme tu l'as justement dit, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, cette étude des 12 déterminants du bonheur au travail est disponible sur le site de la Fabrique Spinoza. Donc, ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir le document parce qu'il est très, très riche et il donne vraiment des bonnes directions pour lancer les premières étapes d'une démarche de bien-être au travail. Ouais. Dans le cadre, du coup, de ton rôle de directrice de l'Observatoire Spinoza, donc, qui a pour but donc, de faire des études par rapport au bonheur citoyen de façon générale, puisque, comme tu l'as justement dit tout à l'heure, la Fabrique Spinoza, c'est un mouvement du bonheur citoyen ici en France. Tu as réalisé un guide qui s'appelle le guide pratique du CHO, quelle réalité derrière quel fantasme, qui est super intéressant et du coup qui creuse ce rôle du Chief Happiness Officer. Alors, j'aurais voulu que tu nous en parles un petit peu plus. Quelle est ta vision, toi, de ce métier? Eh bien, le Chief Happiness Officer,
Effectivement, on a publié un titre qu'on a intitulé « Quelle réalité derrière les fantasmes ?» Ma vision à moi, c'est vraiment très lié à cette note qui est on a beaucoup d'attentes, beaucoup de non-dits et de fausses estimations sur les Chief Happiness Officers, une forte incompréhension et qui est aussi quelque peu alimentée par les médias. On les présente souvent, alors moi j'ai vu troubadour d'open space, organisateur de tournois de baby shoot et d'apéro géants, destiné à acheter le bonheur à coups de Fred Tagada. Enfin voilà, c'est des exemples que j'ai pu voir dans les différents titres de la presse et qui portent préjudice à cette fonction qui a été créée dans le début des années 2000 dans la Silicon Valley et qui est vraiment au croisement des sciences du bonheur dont on a pu aborder tout à l'heure. C'est-à-dire que le Chief Happiness Officer est le croisement même de toute cette évolution où on est passé d'une vision plus défensive du travail avec toute la législation autour des risques psychosociaux à quelque chose qui prend davantage en compte la qualité de vie au travail et à une vision carrément plus positive, centrée sur l'épanouissement des individus au travail, dont on sait aujourd'hui effectivement qu'il y a un lien fort entre l'épanouissement de l'individu et sa performance économique. Et donc, le Chief Happiness, c'est dans ce contexte-là qu'est née la vision du Chief Happiness Officer et s'il a cette charge de créer les conditions de bonheur nécessaires dans l'organisation. Il n'est pas pour autant le seul responsable du bonheur et notre vision, en tout cas ma vision à moi, c'est que le Chief Happiness Officer porte l'étendard du bonheur au travail, mais qu'il s'agit d'une co-responsabilité de chacun qui rassemble aussi bien le CHO que les collaborateurs, les managers, les dirigeants, et que tous ensemble participent à leur niveau à instaurer, à faire vivre les notions de bonheur au travail au quotidien. C'est super important que tu le précises parce que c'est vrai que on a tendance. Alors, le Chief Happiness Officer, c'est vrai que on appelle ce rôle-là, voilà, porte ce nom. C'est que quand tu le traduis responsable du bonheur au travail, ça pourrait laisser entendre qu'il y a quelqu'un qui est responsable du bonheur au travail dans l'entreprise. Sauf que, en fait, c'est pas du tout ça. Et comme tu l'as dit, peut-être que la personne va être simplement là pour impulser un petit peu la dynamique, mais finalement, c'est aussi son rôle d'emmener tout le monde dans la démarche et de faire en sorte que chacun s'approprie ce sujet-là. C'est un peu ça? C'est exactement ce que tu dis et dans notre guide, donc on l'a conçu en interne et ensuite on l'a partagé avec différents directeurs des ressources humaines à Paris et à Bordeaux principalement et on l'a alimenté de ce genre de réflexion pratique et on s'est rendu compte que il y a effectivement le titre même de la fonction qui porte à confusion et nombreux sont les CHO qui nous disent qu'ils ont un peu peur du fait de cette image négative qui est associée à ce nom-là, de s'en attribuer le titre. Et du coup apparaissent des ghost CHO qui en assument les fonctions mais sans vouloir en prendre le nom et ils se posent la question effectivement, donc c'est ça qui a beaucoup été débattu lors des différents ateliers du titre même du CHO et de sa traduction française. Donc, en fait, de cette fonction, tout porte à question, à compris même à compter par le nom, ouais, même. C'est intéressant. Donc, on t'a carrément remonté qu'on avait peur de porter ce nom-là par rapport à la connotation un peu négative qu'il pouvait y avoir derrière le titre Chief Happiness Officer. Oui, exactement, oui. Quel regard porte justement les RH sur ce rôle-là? Est-ce que c'est vu un peu comme il y a une perception un peu négative de ce rôle-là, comme quelqu'un qui serait presque là pour remplacer le rôle des RH, ou c'est plus une complémentarité? Comment les RH perçoivent ce métier-là de CHO? Oui, effectivement, il y a une fonction de CHO qui est vraiment distincte de celle des RH. C'est-à-dire, souvent, effectivement, les RH me disent non, mais ça, c'est déjà notre travail. Sauf qu'en fait, ce n'est pas exactement le travail. Le CHO va se concentrer sur la notion du bonheur au travail et comment la mettre en application. Le DRH, il va avoir toutes sortes de fonctions spécifiques. Le CHO est plus transverse.
centré vraiment sur tous ces enjeux de qualité de vie au travail. Et puis, un point, donc voilà, il y a aussi toutes les tâches du RH qui sont vraiment hors zone de celles du CHO. Et notre vision, c'est un peu comme à l'époque, il y avait un directeur informatique et aujourd'hui, tout le monde travaille avec son ordinateur portable. Et donc voilà, c'est pas une fonction centralisée sur une personne et on espère que bientôt, la notion du bonheur au travail sera le sujet de tout un chacun. Alors, tu as, au-delà de ce guide pratique du coup que tu as publié, il y a également la boîte à outils du CHO qui a été récemment publiée et qui est aussi une contribution d'autres acteurs très, très dynamiques de la Fabrique Spinoza. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, la boîte à outils du Chief Happiness Officer a été créée donc par moi et Amélie Motte et Sylvain Boutet, qui sont tous les deux fondateurs de l'Académie Spinoza, qui donc offre justement des formations spécifiques sur le bonheur au travail à destination des coachs et des managers pour justement mettre en lumière les fondamentaux et les différents outils. Dans ce livre, on présente une soixantaine d'outils selon différents axes pour mesurer le bonheur au travail, nourrir le sentiment d'appartenance, cultiver un climat positif et serein, révéler et valoriser les talents. Il y a aussi un axe spécifique sur la coopération, sur comment favoriser la reconnaissance, comment agir sur le cadre du travail et s'inspirer des différents modes d'organisation innovants qui existent déjà. Et donc, ce livre est né du fait que il y a effectivement une riche matière, mais que les gens voilà, sont un peu dépourvus d'outils ou ne savent pas vraiment par où commencer. Et là, on a des outils qui sont simples à mettre en place et pas forcément coûteux. Et du coup, on avait envie de pouvoir les réunir dans un même endroit et pouvoir les partager selon différents axes d'application du bonheur au travail. Cela nous a paru d'autant plus important qu'on s'est rendu compte, les études nous montrent que une aspiration forte des jeunes générations qui s'intéressent plus vraiment à la rémunération comme seul critère de sélection du travail ou à l'envie de gravir des échelons, mais pour lequel le bonheur au travail est vraiment une notion essentielle. Et donc, comment accompagner les organisations qui cherchent de nouveaux talents, comment les attirer, comment les fidéliser. Et cette boîte à outils que vous avez publiée est vraiment très intéressante parce qu'elle met vraiment en exergue tous les différents leviers qu'on peut utiliser et ça sert vraiment de bonne base à des personnes qui ont envie d'initier une démarche. Moi, je sais que je suis souvent en contact avec des personnes qui me disent on voudrait commencer à faire un premier pas dans l'entreprise pour mettre en place une démarche, des gens qui voudraient être CHO, mais le problème c'est que ils ne savent pas par quel bout commencer finalement, parce qu'il y a énormément de leviers sur lesquels des leviers qu'on peut actionner. Donc c'est vrai que cette boîte à outils donne vraiment de bonnes bases sur des choses simples qui peuvent être mises en place de façon plus ou moins rapide et qui peuvent aussi avoir des effets plus ou moins pertinents. Donc c'est vrai que moi je recommande cette boîte à outils à toutes les personnes qui veulent un peu initier les actions. Si tu avais toi un conseil à donner à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'être acteurs du bonheur au travail, ce serait quoi? Eh bien, que le bonheur au travail, ça s'apprend. Voilà, je trouve que c'est à la fois simple et en même temps vaste. C'est-à-dire que ces boîtes à outils donnent des outils concrets pour permettre de les mettre en œuvre. On ne demande pas à les réinventer. Il y a tellement de choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Il y a des choses pour lesquelles on a aujourd'hui une chance bien acquise. On a des expériences d'entreprise, des cas concrets qui nous montrent comment ça marche. Et on sait aujourd'hui que cultiver ses forces, nourrir un état d'esprit positif, pratiquer la gratitude ou la pleine conscience, c'est un pouvoir fort pour améliorer à la fois le bien-être de l'individu et la performance qu'il produit au sein de l'organisation. Et ce serait bête de s'en priver. Donc effectivement, je pense que il y a beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre
à l'association en nous disant qu'ils pensaient être seuls dans son coin et que tout d'un coup, ils ont découvert énormément de ressources qui les inspiraient et d'outils pour accompagner dans leur démarche personnelle ou au sein de l'organisation. Et voilà, c'est un peu l'envie qui m'anime, moi, de partager ces connaissances avec le plus grand nombre. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la Fabrique Spinoza, donc, qui est un mouvement du bonheur citoyen et qui travaille sur plein de thématiques liées au bonheur citoyen, notamment celui du travail. Et ceux qui veulent commencer à devenir acteurs de ce sujet-là dans leur organisation, vous avez la possibilité de rejoindre la Fabrique dans n'importe quelle ville presque que vous êtes en France et de trouver une communauté qui est super dynamique et qui permet de se soutenir pour justement, comme tu l'as dit, se sentir moins seul et mener des actions plus ou moins collectivement. Donc c'est vrai qu'il y a, dans la Fabrique Spinoza, il y a aussi cette force du collectif qui est super présente. Oui, à la fois la force du collectif et la force des sciences, du bonheur, du partage. Ouais. Ceux qui veulent devenir CHO, par rapport à toute cette étude que tu as faite du coup sur le Chief Happiness Officer, est-ce que y a un parcours type? Est-ce qu'il y a une formation type à faire? Est-ce que tout le monde peut devenir Chief Happiness Officer? Eh bien, donc le guide, comment il a été conçu, il y a une partie mise en contexte, d'explication de la naissance de cette fonction au cœur des enjeux sur le bonheur au travail. Et après, effectivement, on a créé une partie de profil de CHO qui met en valeur les compétences phares et les différents profils. Il va y avoir, on a ainsi distingué 4 orientations majeures de la posture de cette fonction, qui est une centrée sur un axe convivialité, celle qu'on connaît le mieux aujourd'hui dans les médias. Ensuite, il y en a une plus centrée sur la communication, puis sur les ressources humaines et enfin sur l'organisation. Donc ça, c'est les 4 axes majeurs de la fonction. Et ensuite, donc on a dessiné une fiche type pour chacun de ces profils de CHO. Donc à voir dans le guide en libre téléchargement. Et après, on a une partie qu'on a appelé le CHO en pratique, où là, on a toute une liste des freins qui nous sont fréquemment mentionnés et les risques de dérive possibles et les moyens d'y remédier. Et on a toute une série de recommandations pour mettre en place le Chief Happiness Officer de manière optimale au sein même de son organisation avec des conseils pratiques et positifs pour un positionnement optimal. Donc, effectivement, on a aujourd'hui des ressources en ce sens. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment finalement de profil type par rapport à ce métier de Chief Happiness Officer. Et d'ailleurs, vous avez assez bien formalisé un semblant de profil parce que finalement, c'est encore un métier qui reste un peu avec un contour assez flou. Et d'ailleurs, parfois sur Internet, dans les offres d'emploi, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi dans le métier de Chief Happiness Officer. Ouais, il y a tendance à complètement perturber, désorienter finalement les personnes qui sont en recherche d'un poste comme ça. Et c'est vrai que vous avez le mérite d'avoir quand même cadré un petit peu le rôle et le profil de ce métier-là. Donc, c'est vraiment top d'avoir en tout cas une première trame sur laquelle se baser. Ouais. Il y en a combien aujourd'hui des Chief Happiness Officers en France? Est-ce que vous avez référencé un petit peu tous les postes actifs à travers? Alors, ça fait peut-être 6 mois qu'on a publié l'étude. Ouais. Et on avait fait une étude statistique, mais alors via LinkedIn. Et je crois qu'on comptait peut-être... il faudra vérifier les chiffres exacts, mais je crois que c'était 600 CHO en France. D'accord, ok. Quelque chose comme ça. Ouais. En plus, j'imagine qu'il y a énormément de personnes dans les organisations qui ne portent pas forcément ce rôle-là, qui sont plus soit dans le marketing, le office manager, donc, et qui ont quand même ce rôle-là. Et donc, j'imagine que ça doit être difficile à évaluer concrètement. Ok. Et par rapport à l'avenir du CHO, moi, tu sais, ça me fait beaucoup penser à l'époque au rôle de community manager où on disait finalement que une personne qui était payée à passer sa journée à travailler sur les réseaux sociaux, c'était complètement ridicule. Alors qu'aujourd'hui, un community manager, une entreprise qui n'a pas de stratégie réseaux sociaux, elle est complètement à côté de la plaque. Et du coup, un community manager, aujourd'hui, ça prend tout son sens. Et moi, je vois un peu ce métier-là de CHO comme ça dans
quelques années, où aujourd'hui on est encore en train de se poser des questions sur le vrai rôle et la vraie pertinence, et pourtant c'est un véritable rôle stratégique dans l'entreprise. Tu confirmes ça? Ah oui, c'est une très jolie comparaison, effectivement. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure avec le parallèle avec l'informatique et encore plus avec les réseaux sociaux. Et effectivement, on espère que bientôt, chaque individu prendra en charge son propre bonheur et les conditions de le valoriser. Et on sent aussi qu'il y a un véritable appel à la transformation portée par ces jeunes générations qui rejoignent le monde professionnel et qui imposent aux dirigeants à prendre davantage en compte ce critère-là. Et les choses bougent de plus en plus rapidement, j'ai l'impression, et j'ai bon espoir que d'ici quelques années, nous serons tous en charge de notre propre bonheur au travail, nous comme sommes au tous quotidien. notre propre chief happiness officer, finalement. C'est un peu ça. Exactement. Oui. En tout cas, tout ce qui est réalisé actuellement par la Fabrique Spinoza va dans ce sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'un mouvement du bonheur citoyen, et la Fabrique se met vraiment en ordre de bataille pour faire émerger le bonheur, non seulement dans les organisations, mais dans toutes les problématiques sociétales et politiques publiques, finalement. C'est un peu ça, les travaux de la Fabrique Spinoza. Oui, exactement. On agit dans différentes sphères et différents sujets dès que ça touche le bonheur citoyen. Donc, on va publier très prochainement un petit manuel du bonheur dans l'habitat. Et en ce moment, on est en train de porter une grande campagne autour du bonheur dans l'éducation, avec l'événement des ateliers du bonheur à l'école qui aura lieu le 9 juin à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Okay. Et qui, donc, pareil que pour le bonheur au travail, nous dit qu'on a énormément de connaissances, mais qu'est-ce que pourrait être l'école si, à côté des compétences académiques, on était capable de nourrir les compétences d'épanouissement, de bonheur de l'enfant. Et donc voilà, on travaille sur des ressources pour commencer dès le plus jeune âge à former, à préparer, à sensibiliser et à rendre acteur du bonheur dans l'éducation pour que comment on dit, le lien se fasse de manière d'autant plus intense et rapide une fois à l'âge adulte et au travail. C'est une super belle mission, et on sait que finalement un des leviers pour être heureux dans son travail, c'est avoir ce sentiment de contribuer à une cause qui est plus grande, une cause qui nous dépasse. Et j'imagine que quand toi tu travailles sur tous ces travaux avec la Fabrique Spinoza, du coup tu es complètement comblée sur ce côté-là. Oui, complètement, effectivement. C'est vraiment un travail très riche, et je regrette pas du tout de ne pas être magistrate, et je trouve que c'est au contraire vraiment l'autre côté de la médaille, de travailler sur les grands idéaux et de pouvoir développer autant de sujets importants autour du bonheur et de porter à connaissance de tout un chacun. C'est super. Alors Safia, on arrive presque au bout de l'épisode. Avant de terminer, je propose toujours un petit exercice à mes invités pour permettre à nos auditeurs de vous connaître un petit peu mieux. Et l'idée, c'est que je vais te poser des questions un petit peu en mode rafale et que tu y répondes avec le plus de spontanéité possible. Est-ce que tu es prête? Ok, go. Quelle est la première chose que tu fais en arrivant au travail le matin? Je dis bonjour à mes collaborateurs. C'est bien, très important. Mais tu fais bien de le préciser parce qu'il y en a qui oublient de le faire quand même le matin. Oui. Est-ce que tu es plutôt open space ou bureau fermé? Nous, on est en open space. Et ça te va? Oh oui, ça me va. Mais après, il y a certaines tâches, quand j'ai besoin de rédiger un rapport, j'ai besoin d'être plus concentrée. Et là, je préfère plutôt être en solo. Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail? Je crois que j'ai la chance de travailler dans une organisation qui me correspond et qui m'inspire, et je pense que ce qui m'ennuierait le plus, ça serait de faire un travail soit dépourvu de sens, soit trop routinier. Et alors, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes journées de travail? Eh bien justement, le sens d'apporter un peu de connaissances aux gens, de savoir que je m'inscris dans quelque chose de plus grand que moi, qui est vraiment cet idéal de bonheur pour tous, et que j'ai la chance de le faire avec des gens que j'apprécie énormément, que j'admire, et qu'on travaille tous ensemble sur ce même
chemin, c'est avec ces mêmes motivations et de voir qu'on est de plus en plus sur cette aventure. Et c'est une grande joie et un grand facteur d'espoir pour le monde de demain. Selon les personnes avec qui tu travailles, quelle est ta principale qualité au travail? J'allais dire que c'était à eux de se prononcer. Donc, ma principale qualité, ce serait la gentillesse, l'humilité peut-être. Et quel est selon toi ton plus grand défaut au travail? Un certain manque de confiance. Je fais tellement de choses différentes dans lesquelles je me réalise. Parfois, j'ai l'impression que c'est toujours une surprise, alors que je réussis pas par surprise. Je réussis parce que j'ai misé mes efforts là-dessus et que j'ai beaucoup travaillé. Donc, savoir apprécier et célébrer les petites victoires du quotidien. Et quelle est la dernière chose que tu fais en finissant ta journée de travail le soir? De célébrer une petite victoire en fermant l'agenda avec la tonne de to-do list qui n'en finit pas, de se dire j'ai fait ça aujourd'hui et c'était plutôt cool. Ouais, j'avoue, c'est une bonne astuce pour être dans la gratitude de sa journée. Merci beaucoup, Safia, pour Merci à toi. cet entretien. Alors, je vais partager tous les liens dont tu nous as parlé avec le guide pratique, la boîte outils, la fabrique Spinoza, etc. Est-ce qu'il y a des actus à venir qu'il serait bon de mentionner Oui, avec les prochains ateliers du bonheur à l'école. Alors, ils auront lieu à Paris en attendant ceux de région, le 9 juin. Sinon, on sera à Metz pour le congrès de psychologie positive qui a lieu dans une quinzaine de jours, je crois, à la mi-mai à Metz. Okay. Et on interviendra sur les notions d'économie et psychologie positive, mais il y aura énormément de conférences inspirantes sur le thème du bonheur au travail également. Donc à suivre. Bon, génial. Merci beaucoup encore, Safia. Je mets tous les liens en description de toute façon. Et puis, je te souhaite en tout cas de continuer à œuvrer aussi activement sur ce sujet du bonheur citoyen. Et en tout cas, un grand merci pour toutes ces ressources qui sont plus gratuites, hein, on peut le préciser. Enfin, le guide pratique, c'est un dossier qui est gratuit et qui peut être retrouvé sur Internet, qui est accessible à tout le monde. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas passer à l'action sur ce sujet du bonheur au travail. Merci beaucoup, Safia. Merci à toi. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Show. Salut! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter @julieartis ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.